ça, c'est pas uniquement Singapour, c'est l'Asie. Un rapport au temps beaucoup plus court. Si, par exemple, on vous envoie un document à signer ou un document à revoir ou un paiement, si dans la demi-heure, vous n'avez pas répondu, vous avez des chats de partout, des mails, et qu'est-ce qu'il y a un problème et autres. Et donc, ils ont un rapport au temps, il faut que ça avance. Il faut être efficace, il faut que ça avance vite. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Bonne écoute! Bonjour Karine, bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Je suis ravi que tu aies accepté mon invitation. Merci, bonjour à tous, bonjour Paul, et puis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir témoigner dans Leaders sans frontières. Pour commencer ce nouvel interview, ce nouvel épisode, ce que je te propose, c'est que tu te présentes, tu nous dises d'où tu viens, résumer ton parcours rapidement et nous expliquer tes fonctions actuelles. Je suis française, je suis née et grandie à Castres, dans le Tarn, dans le sud-ouest, dans un milieu plutôt ouvrier, modeste, agricole. Je suis diplômée école de commerce, HEC, en 94, et j'ai eu une première expérience chez Deloitte dans l'audit en France, avec une expatriation aussi de 2 ans au Canada, à Ottawa. Je suis rentrée en 2001 chez Legrand, où j'ai eu des postes dans de la finance d'entreprise. Puis ensuite, je suis devenue directrice des opérations de la direction export. Enfin, je suis devenue directrice des achats groupes en 2015 et mon poste actuel. Alors, tous ces postes auparavant étaient en France, mais avec beaucoup de déplacements à l'international. À mon retour du Canada, j'ai souhaité garder ce contact avec l'international dans ma carrière, donc avec beaucoup de déplacements. Et maintenant, je suis directrice Asie du Sud-Est pour Legrand, donc groupe spécialiste mondial des infrastructures numériques et électriques du bâtiment, chez qui je vais bientôt fêter mes 23 ans d'ancienneté. Superbe. Très bien. Bah, écoute, on aura l'occasion justement de revenir notamment sur ta carrière chez Legrand. Dans un premier temps, moi, ce qui va m'intéresser, c'est tes différentes expatriations et les différences culturelles que tu as rencontrées durant ces aventures. Tout d'abord, on va s'intéresser au Canada. Donc, tu fais ton école de commerce, tu commences à travailler en France, et puis de 1997 à 99, tu vas partir au Canada. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu retiens de cette aventure, ces 2 années passées au Canada? Alors en fait, pourquoi je suis allée au Canada? Alors il a fallu que je prenne très vite une décision, et en fait, je sentais que dans mon parcours, la pratique de l'anglais me manquait parce que j'étais, comme je l'ai dit, du sud-ouest, plutôt à l'aise avec l'espagnol plus qu'avec l'anglais. Et je trouvais que ça me manquait un peu, j'étais pas à l'aise en anglais. Et donc, comme j'étais à l'époque célibataire, sans enfant, sans attache, ça me semblait plus simple de faire le saut et de partir à l'international avec des programmes d'échange qui nous étaient offerts chez Deloitte. Donc pourquoi le Canada? Parce que, c'est un pays anglophone avec un type de management aussi qui m'a intéressée, et également, voilà, j'avais une partie aussi francophone, mais c'est avéré que j'ai eu plus de problèmes de langue avec, les Québécois qu'avec les Anglo-Saxons, en particulier dans la pratique de l'audit, puisqu'ils s'étonnaient, que moi, venant de Paris, j'utilise énormément de mots en anglais, dans la pratique. Et pour travailler côté Québec, de l'autre côté de la rivière à Ottawa, il a fallu que j'apprenne des termes en québécois parce que D'accord. c'était culturellement difficile pour eux d'accepter que je parle anglais sur ces termes-là dans ma pratique de l'audit. Donc voilà, une première expérience pour aller chercher, plutôt le côté anglais, anglo-saxon, qui m'a appris, beaucoup parce que finalement je suis contente dans ma carrière d'avoir été formée au management dans un contexte anglo-saxon. J'aurai peut-être l'occasion d'expliquer pourquoi, mais en tout cas, je vois aujourd'hui que ça m'aide beaucoup d'avoir été formée au management dans un contexte plutôt anglo-saxon. Ok. On va y revenir justement. Et justement, te confronter à ce mindset canadien, est-ce qu'il y a des éléments forts? Le changement que j'ai eu en fait, en arrivant au Canada, dans la pratique et la posture, c'était aussi,
Donc c'était 97 pourtant, on en parle aujourd'hui, mais un changement entre beaucoup de, comment dire, de perçu présentéisme et autres dans des cabinets de conseil et d'audit, et une pratique française disant qu'il fallait travailler de longues heures, et faire du présentéisme. Alors que là-bas, dès 97, j'ai été confrontée à un management et une organisation qui était plutôt orientée sur objectif par projet, objectif par efficacité. Et je me souviendrai toujours, un des premiers, je sais pas, ça faisait un mois que j'étais au bureau d'Ottawa, le management directeur du bureau. J'étais encore là au travail à 6h30 le soir et pour lui, c'était que j'avais un problème. Alors qu'à Paris, si je partais à 6h30, il y avait la fameuse expression, «Prenez votre après-midi». Donc c'était, la et j'ai beaucoup, apprécié de travailler et d'apprendre le management avec le management par les objectifs, avec beaucoup d'autonomie et autres. Ça, je reconnais que je l'ai appris au Canada. Mmh. Ok. Et quand tu parles de management par l'objectif et de format projet, c'est le management sur l'objectif, il est quoi? Il est trimestriel, annuel, par Il exemple? est, alors Euh, là, dans l'audit, il était par mission. Donc on oui, avait, des délais, pour rendre nos rapports et autres. Mais après, une grande autonomie laissée sur, le comment s'organiser personnellement, sur quel temps de travail et autres. Et bon, c'est des thèmes dont on parle beaucoup aujourd'hui dans le management de certaines baies. Il y a 30 ans presque, 24 ans, 27 ans. Moi, j'ai été confrontée, déjà au Canada, quoi, là, il y a 27 ans. Mmh mh. d'accord. Ok. Tu vas rentrer ensuite en France. Oui. Tu vas travailler, donc tu l'as expliqué, chez Deloitte. Tu vas faire la majeure partie de ta carrière euh, en France avant de te réexpatrier à Singapour. Quand tu rentres en France, est-ce que tu dois te réadapter au système français et aux méthodes de travail? Qu'est-ce qui change dans ta perception de l'écosystème français? Alors oui, j'ai dû me réadapter. J'ai eu un choc un peu, de revenir travailler à Paris, après avoir travaillé, au Canada, pour 2 sujets. Un, la qualité de vie. Alors moi, je dis: «Je viens de Castres, je suis une provinciale dans l'âme». J'aime bien, le rural, le territoire et j'avoue que dans Paris, je m'y sentais pas trop, complètement à l'aise. Pourtant j'avais un bon niveau de vie et autres, des amis, des relations, aller dans les restaurants, avoir une vie sociale, mais pas complètement moi-même, hein, au retour du Canada. Et d'autre part, en effet, dans ce management où, j'étais partie 2 ans, entre-temps le cabinet à Paris avait beaucoup grossi, presque doublé de taille, déjà. Et donc je devais refaire, mon trou, comme on dit, ma réputation au sein du cabinet. Et donc au début, j'ai eu un peu tous les dossiers. On m'a dit: «Bon, bah, c'est parti». C'est un peu comme, pourtant j'étais restée dans le même groupe, hein, mais dans un autre pays. Et je devais un peu refaire, ma réputation pour obtenir des dossiers, intéressants. Donc au début, j'ai eu un peu les dossiers dont personne ne voulait, parfois, des références internationales, ou autres. Mais petit à petit, j'ai refait ma place, mon trou, j'ai commencé à mutualiser l'équipe, qui a accepté et apprécié de travailler avec moi. Mais c'est vrai que je me voyais pas continuer, dans la practice audit. Et bon, le chemin m'a menant à devenir, associée dans un cabinet, d'audit, à Paris. Et voilà, donc au bout d'un quand j'ai vu que voilà, j'avais compris, j'ai fait les 2 ans que je devais faire pour eux. Et après 6 mois avant, j'ai commencé à chercher d'autres postes qui correspondaient plus à mes attentes du moment. D'accord, donc là, c'est à tes attentes de vie. Et c'est à ce moment-là, en fait, où tu quittes la région parisienne, tu quittes Paris et tu prends ce premier poste chez Legrand en 2001, où là, tu pars vivre à Limoges. Alors en fait, c'était pas Limoges, c'était un peu plus au D'accord. sud encore. Mon premier poste était basé à Pau, dans le Béarn, où je suis restée 2 ans. En fait, avant de rejoindre Limoges, j'ai fait 2 ans à Pau, 4 ans à Saint-Martin dans l'Isère, sur un même poste de D'accord. contrôleur de gestion division. Où Legrand changeait d'actionnariat et autres et se réorganisait. Donc basé Pau, mais avec un périmètre international dont je parlais. Et donc oui, j'ai quitté Paris, je me souviens avec ma Super 5 un peu, cabossée.
Et les associés de Paris m'avaient convoqué en disant mais Karine, vous quittez Deloitte, vous quittez Paris, vous renoncez à faire carrière hein, parce que il y a toujours ce centrisme français qui a un peu changé avec le Covid, vu que les gens ont pu travailler un peu plus, de dire tout se passe à Paris, donc il faut être à Paris. Et moi non, je m'y retrouvais plus, donc voilà, donc je suis partie de Paris pour prendre un premier poste basé Pau dans une entreprise donc qui me permettait d'avoir un poste de finance d'entreprise tout en étant en province et tout en gardant Mhm. le contact avec l'international. Voilà, Donc là, tu intègres, même si le tu es à Pôle, grand. Mmh. l'entreprise Legrand, tout à fait. Euh, Tu vas passer par différents postes, comme tu l'expliques, toujours avec la dimension internationale, mais de la finance, de la gestion. Tu vas être directrice des opérations export, comme tu l'as expliqué. Je ne vais pas redire ce qui a déjà été dit, mais à chaque fois que tu rentres dans un nouveau poste, est-ce que tu mets en place des méthodes justement pour rapidement analyser l'environnement dans lequel tu t'intègres? Oui, alors en fait, les méthodes, j'apprends d'abord à écouter parce que, il faut rester modeste, même si on connaît le groupe et autres, on a toujours à apprendre, hein, sur le contexte d'un poste, un peu quel est l'environnement du poste, quelle est, la maturité du poste. Bon, souvent quand on nous mandate, qu'on nous nomme, on nous donne une feuille de route, une roadmap, mais quelque part, des fois, bon, bah, on nous survend des postes, parfois on nous explique pas tout, parfois il y a des prédécesseurs qui sont là, parfois ils sont déjà partis et donc et moi j'ai toujours pensé que, l'important c'est déjà d'être, au sein des équipes, au sein de l'écosystème, de comprendre, hein, dans quelle situation on est, où on est à l'instant T quand on prend le poste. Après, quelle est notre feuille de route? Comprendre où on doit aller et puis entre-temps, essayer, voilà, de comprendre et d'écouter. Bon, un des exemples, c'est par exemple, quand j'ai été nommée directrice des achats en 2015, un poste membre du COMEX. Bon, ben, moi, j'avais pas de cursus achat. J'avais travaillé dans mes années finance, chez Legrand, très proche des achats, puisque la finance est très proche des achats, dans les processus de prise de décision et cetera. Moi, je travaillais avec eux. Mais voilà, donc bah, le management au-dessus de moi m'a dit: «Karen, est-ce que tu veux une formation en achat?» Et j'ai dit: «Moi, d'abord, je vais essayer de comprendre quels sont les enjeux du poste et autres et après, oui, si je vous demanderai, si nécessaire». Et il s'est trouvé que bon, en faisant des lectures, sur le métier des acheteurs et puis surtout, j'ai beaucoup appris auprès de mes équipes et en rencontrant les fournisseurs, nos partenaires, en écoutant et puis, voilà, en restant, très, impliquée dans l'écosystème, en fait. Donc des réseaux professionnels, les équipes, les fournisseurs et j'ai appris, le métier, comme ça, sur le tas, en fait, terrain, sur le terrain. Ok, Mmh. bien sûr. Et en quoi tes compétences justement en audit et en finance t'ont permis de peut-être gagner du temps en achat? Tu parlais de la proximité à achat-finance. Est-ce qu'il y a des outils et des grandes méthodes qu'on apprend dans les grands cabinets de conseil que tu as réutilisé justement sur cette prise de poste de directrice achat? Alors l'audit m'a beaucoup appris, dans ma carrière et je l'ai beaucoup utilisé encore maintenant sur, l'approche par les risques. Donc, le la gestion du risque, puisqu'un auditeur, il va aborder, les états financiers d'une société ou la situation d'une société en regardant d'abord quels sont les plus grands risques et voir, si la société est bien protégée ou pas, les couvre bien ou autre. Et donc toute cette approche, cette démarche d'approche par les risques, elle m'a suivie toute ma carrière et elle m'aide beaucoup, en particulier, voilà, dans les sujets que sont, la conformité, heu, la avoir une éthique responsable, savoir ce qui est significatif ou pas significatif, ne pas se noyer dans les détails, mais bien prendre ce qui est, un peu, voilà, l'image fidèle et du coup, rester efficace, ne pas rentrer, trop dans les aller trop dans les détails, si pas nécessaire. Donc cette approche des risques, en fait,
Elle m'a beaucoup aidée aussi dans la partie gestion de crise dans mes années achats. Je me suis retrouvée à la tête de cellule de crise pendant le Covid sur les approvisionnements, d'abord internationalement les approvisionnements achats et puis après plus globalement les pénuries. Donc et ça m'a beaucoup aidée. Donc cette approche audit. Et le deuxième, la finance, bah, bien sûr pour piloter des comptes de résultats, des résultats et travailler en particulier quand on gère de la croissance, qu'est-ce qui est la performance incrémentale ou alors en décroissance, aller chercher des programmes d'économie, trouver où sont les grands enjeux et autres, hein. Et puis bon, après, toutes ces maîtrises des taux de change, des impacts de change, des choses comme ça, qui sont des choses qu'on retrouve beaucoup dans des activités internationales. Les impacts de flux de trésorerie, management des risques clients et autres, voilà. Tout ça, c'est grâce à mes années finance et ça m'aide beaucoup. C'est un socle important, pilier de compétences que j'ai acquis, en fait, qui me sert tous les jours. Ok, Mmh. bien sûr. Tu parles de la gestion de crise et des années Covid. Comment est-ce que vous avez géré ça chez Legrand? Et comment est-ce que toi, personnellement, tu as réagi face aux situations auxquelles tu as été confronté? Alors, comment on a géré ça? On a géré ça justement en activant, comme on le dit, des cellules de crise internationales et beaucoup de relations, de contacts, de communication, entre les équipes internationales. On a mis en place des équipes, de crise, hem, on a appelé, des clusters de crise. Chacun a défini quels étaient ses key people, personnes clés à avoir dans son équipe pour pouvoir prendre des décisions beaucoup plus court terme et décider. Et on a, beaucoup travaillé, je trouve, et réussi à avoir des processus de décision beaucoup plus courts, beaucoup plus, D'accord? d'empowerment à ces cellules de crise. Et j'avoue que même si c'était très dur parfois, à la fois, voilà, professionnellement et humainement, par exemple, quand vous avez l'Inde qui vous appelle, hein: «Karine, aide-nous, voilà, on a nos collaborateurs qui sont refusés, à l'entrée des hôpitaux parce qu'ils n'ont plus assez d'oxygène. Est-ce que tu peux nous aider en Europe avec tes équipes à aller, à trouver, et à acheter, des bouteilles d'oxygène, des oxygénateurs pour qu'on sauve des vies, dans nos équipes et dans leurs familles?» C'est le type de sujet en fait, voilà qui marque. Donc beaucoup d'expériences humaines, pendant cette période et surtout moi j'en suis ressortie avec beaucoup, d'intérêt pour tout ce qui est, intelligence collective. Parce qu'en fait, à avoir, des petits groupes de personnes comme ça, qui ont une compétence, que l'on met ensemble, on arrive à trouver des solutions à des sujets qui parfois paraissent, inextricables, en fait. Voilà. Donc comment trouver un composant qui remplace un autre composant et alors qu'on va pas savoir servir notre client, voilà, comment sortir un peu et penser out of the box, et j'ai trouvé que c'est au sein de la cellule, voilà, des cellules de crise, des opérations que j'ai pu mener avec la supply chain et les achats et d'autres fonctions du groupe, la santé, sécurité et autres, on est sorti de notre confort, de nos contraintes et on a fait de très belles choses, collectivement. C'était des équipes de combien de personnes? Tu parles d'équipes réduites, c'était des équipes de quoi? 5 personnes, 10 personnes, c'était par pays? Je pense une quinzaine, maximum vingtaine de personnes, quand on était vraiment avec le plus grand groupe. Mais avec ça, on pourrait, le monde entier, quoi. On avait le mandat pour le monde entier. Tu es directrice des achats, puis après tu vas prendre la direction de l'Asie du Sud-Est. Comment se fait ce switch et pourquoi est-ce que tu choisis de t'expatrier à Singapour en 2022 après justement le Covid? Alors, en fait, c'est un peu le rapprochement de 2 objectifs, un objectif de l'entreprise et un objectif personnel. Bon, pour présenter un peu ma crise de la cinquantaine, heu, donc en fait, j'étais en effet directrice des achats, j'étais au COMEX, j'étais en pleine maturité et normalement pas remise en cause dans ma compétence et mes fonctions.
Mais maintenant, en effet, les années Covid, voilà, il m'a manqué dans ces années de gestion de crise un peu le contact avec le terrain et avec l'opérationnel que j'aime beaucoup. Et d'autre part aussi, voilà, par rapport à un contexte COMEX, une volonté d'être aussi plus opérationnel et de tenter une évolution encore dans ma carrière, puisque j'ai fait beaucoup de fonctions plutôt ce qu'on appelle back office, donc support, support, opération, achat. Donc j'ai une forte compétence dans les opérations. Mais là, c'était un poste qui permettait d'être dans la stratégie, dans le marketing et dans les sales, donc general manager plus global. Donc d'avoir un peu l'ensemble du contour de ma responsabilité. Deuxièmement, à 50 ans, en effet, avec mon mari, c'était le moment ou jamais de pouvoir faire une expatriation en famille, hein, avec nos 2 garçons, qui étaient adolescents et donc c'était un peu la dernière période où ils sont avec nous, donc ça nous permettait de le vivre en famille. Et 3, en effet, pour le groupe Legrand et Benoît, notre DG, c'était intéressant pour lui, vu mon profil, parce qu'on est dans un programme de transformation sur cette zone et de volonté de croissance, d'avoir un profil comme moi qui connaisse bien les opérations. Et 2, également, ça lui permettait de nommer une femme directrice de zone pour la première fois chez Legrand. Donc c'était D'accord. un peu une conjonction d'intérêts convergents, on va dire. Mais c'est vrai, je dois le dire, hein, que voilà, au sein du groupe Legrand, ça a laissé perplexe pas mal de personnes. Parce que voilà, pour beaucoup dans la culture, hein, il n'y a pas que chez Legrand, je pense. Quand on est au Comex, on est en haut et en fait, on a plutôt vocation entre guillemets à se battre pour y rester. Et moi, en fait, non. En fait, ce qui m'intéressait, c'était plus le challenge de la nouvelle position, d'apprendre encore et de compléter un peu mon parcours, tout en ayant une zone très intéressante, voilà, en termes de complexité, de challenge. Et donc, c'était continuer à m'offrir des challenges dans ma carrière et sortir des zones de confort. Donc, j'ai eu pas mal de commentaires en fait. Mais pourquoi, voilà. Donc, ça Ok. paraît assez atypique, en effet. Mmh. Et qu'est-ce que tu répondais justement à ces commentaires? Parce que enfin, c'est ton choix personnel qui justement s'allie avec une opportunité professionnelle. Oui. En fait, oui, je commentais ça en disant que bon, j'avais un besoin de bouger, de changer, mais aussi, voilà, que c'était aussi un signe que le groupe, le Comex du groupe, donnait à cette zone, de mettre un profil comme moi, issu du Comex, pour venir, réorganiser et faire grandir, cette zone-là. Donc, ouais, il faut pas le voir par rapport à la taille actuelle, mais par rapport au potentiel, de la zone pour le groupe Legrand, dans l'enjeu que j'ai, sur cette zone. Bien sûr. Tu arrives du coup à Singapour. Comment parle de ton habitude de voyager à l'international, d'y travailler, y vivre, c'est différent que de simplement y passer pour quelques réunions. Euh, Quelles sont tes premières analyses justement des différences culturelles entre Singapour et la France? Alors, déjà, bon, comme on l'a dit, j'étais avant de venir à Singapour dans la région de Limoges, à Saint-Léonard-de-Noblat. Passer d'un saint à l'autre, mais c'était pas du tout pareil. Une ville de 5 000 habitants, dans le Limousin à une métropole de 5,7 millions, un métropole pays de 5,7 millions. Donc, les changements, bon, ça a été, oui, l'urbanisation, mais finalement, c'est beaucoup plus vert qu'on ne s'y attendait, vous le voyez. Il y a beaucoup d'arbres et tout ça. Donc les premiers changements, ça a été en effet le climat, quand même, changer beaucoup d'un climat, voilà, français à un climat, tropical. Donc il faut s'adapter à ne pas avoir de saison, à avoir des jours, toute la journée, sur le même créneau horaire, pas de changement dans l'année, voilà. C'est des habitudes, de vie à prendre, des habitudes aussi, voilà, parce qu'on doit se refaire un réseau, refaire, puis, tout le monde, toute la famille apprend à vivre dans un autre contexte. Ensuite, le côté, Singapour par rapport à la France.
un pays très, très en amont sur la digitalisation de tous les processus. Donc, tout est digital. La banque, voilà, c'est QR code, de l'aéroport, et cetera. On n'a quasiment pas d'interférence. Voilà, c'est très automatisé partout. Et donc, au début, on se sent un peu old fashion parce que il faut appuyer digitalement partout. Et aussi un rapport au temps, mais ça, c'est pas uniquement Singapour, c'est l'Asie, un rapport au temps beaucoup plus court. C'est-à-dire qu'en fait, le processus de décision, si, par exemple, on vous envoie un document à signer ou un document à revoir ou un paiement, bah, si dans la demi-heure, vous n'avez pas répondu, vous avez des chats de partout, des mails et «Est-ce qu'il y a un problème?» et autres. Et donc ils ont un rapport au temps, il faut que ça avance. Il faut être efficace, il faut que ça avance vite. Alors que nous, par exemple, en France, on prend le temps de prendre le dossier, l'analyser, l'étudier, le ticker, et puis ensuite, bah, je vais répondre demain ou après-demain. Ici, si vous dites: «Je réponds demain», ils comprennent pas. Ils comprennent pas que vous Mmh. preniez ce temps-là pour donc ils ont un rapport au temps, beaucoup plus court que le nôtre. Ils comprennent pas quand on envoie des dossiers, au groupe, au R&D en Europe, que ça prenne autant de temps à répondre. Donc, pour moi, c'est la grosse, enfin, une des grandes différences. Il faut être conscient que, voilà, on si on fait attendre, il faut expliquer pourquoi. En arrivant à Singapour, comment justement tu prends en compte les différences culturelles dans ton management? D'abord, j'essaie de les comprendre, de ne pas commettre d'impair. Et pour Ouais. ça, j'ai une personne qui est très précieuse pour moi, qui est, Doris, ma responsable ressources humaines, qui est singapourienne et qui un peu, me forme sur les codes. Alors j'ai eu une formation interculturelle avant de partir qui a été très, très importante pour, ma famille et moi, pour nous expliquer différentes cultures et autres. Mais c'est vrai qu'avoir comme ça des personnes qui nous décodent les sujets, c'est important. Et donc j'écoute, j'essaie de pas commettre d'impair. Surtout que Singapour, en fait, bon, c'est un pays qui a plusieurs cultures, c'est-à-dire que la grosse majorité des personnes sont chinoises, culture chinoise, 66. Mais il y a aussi, des Malais, la deuxième communauté, des Indiens, la troisième communauté, et puis après des internationaux comme nous. Mais donc il y a plusieurs cultures au sein du pays. Il faut comprendre les différentes cultures et autres, hein. Donc on écoute, on s'adapte et puis on le prend avec plaisir. C'est-à-dire que je découvre, des coutumes comme, le Nouvel An chinois, la Lion Dance. Mais c'est des moments toujours, très, très intéressants. En échange, j'ai partagé, la galette des rois, voilà. Mais c'est des gens on est tous très curieux de comprendre, la culture de l'autre, hein, et très intéressant de partager. Donc c'est important de comprendre, d'être proche, pas commettre d'impair et s'adapter parce que c'est à nous de nous adapter, en Tu dis que tu as eu une formation avec ta famille, sur les différences culturelles. mmh. Qu'est-ce que tu as appris justement pendant cette formation? C'était une formation de combien de temps et qu'est-ce que tu en as tiré? Presque 2 jours. Donc on D'accord. était, avec mon mari et mes 2 garçons et très intéressant de le faire en famille et de comprendre en effet, voilà les cultures, hein, ici. Voilà les fondamentaux du confucianisme, du bouddhisme, du taoïsme, et comprendre du coup ce que ça voulait dire. Après, voilà la ville de Singapour, la vie à Singapour, et puis après bon, on a élargi sur l'Asie du Sud-Est, puisque mon périmètre de responsabilité, au-delà de Singapour. Donc voilà, mais c'était très intéressant et je vois que ma famille a beaucoup appris, voilà, les films, les livres à lire, hein, pour comprendre, la culture, la politique, l'histoire du pays, c'est toujours important. Moi, j'ai toujours dans mes missions ou autres, essayé de comprendre, localement, voilà, le contexte du pays. Voilà, parce que même dans le business, c'est important. Est-ce que tu as un livre justement à me recommander? Tu parlais de livres, de films. Est-ce que tu as un livre à me recommander sur, la façon dont comprendre, les cultures ou peut-être un livre centré sur l'Asie? Alors sur l'Asie, ici, il y avait, Singapore is not an island. Après un film, bon, il y en a un qui est incontournable, c'est Crazy Rich Asians, qui se passe à Singapour. Il montre bien les différents
façon de vivre à Singapour, mais de l'ultra riche. Voilà. Mais ça montre aussi la culture chinoise et en fait, en Asie, dans le business, il y a beaucoup, beaucoup de Chinois. Dans chaque pays, même si vous êtes aux Philippines, vous êtes en Malaisie, on a beaucoup, beaucoup de Chinois, des gens de culture chinoise dans nos clients et Hmm, dans nos partenaires. Mm. ok. Est-ce que tu as une histoire justement à me raconter sur la culture chinoise, la façon dont tu t'es confronté à la culture chinoise et comment tu t'es adapté à cela? Est-ce que tu as une anecdote à me partager où justement, à la base, il y a une, une compréhension d'une situation totalement différente entre toi et un interlocuteur? Alors je vais peut-être reprendre une expérience que j'ai eue dans mes années achats, puisque j'avais en ma responsabilité un International Purchase Office qui était basé à Hong Kong, hein, disons pour le moment. Et j'avais donc des équipes chinoises qui allaient faire les achats et coordonner nos lignes d'Asie. Et je me souviens d'une réunion où en fait on travaillait sur des matrices d'évaluation des fournisseurs. Et donc il y avait des critères euh, et on devait mettre vert, rouge, c'est bien, c'est pas bien. Et en fait, donc on était en séminaire fonction achat international. On échangeait sur les bonnes pratiques de ces fiches. Et il y avait une de mes acheteuses françaises qui avait présenté une fiche signalétique d'un fournisseur. Et sur la partie prix, elle avait mis du vert, c'est bien. Alors, faut faire attention parce que le vert en Chine, c'est pas bien, le rouge, c'est bien. Donc, il y a le code couleur qui change. Mais bon, c'est pas pour ça. On va dire que c'est le vert, c'est bien à l'européenne. Et donc, en fait, D'accord. la, sa collègue chinoise, j'ai vu sa réaction de suite dans le tour de table. Elle dit, ah non, non, mais on peut jamais dire qu'un prix fournisseur, il est bien. Il faut toujours négocier, il y a toujours de la négociation possible et autres. Donc pour elle, de toute façon, un prix n'était jamais arrêté. Un prix ne pouvait pas convenir, il était bon à l'instant T, mais il fallait toujours aller renégocier. Et puis voilà, je pense que le sujet dont j'ai parlé tout à l'heure de plus court terme, très efficace, hein, très suiveur, mais dans l'exécution, contrairement à l'Europe et en particulier la France, où on est plus dans euh, la réflexion, l'analyse avant d'exécuter, c'est un gros choc culturel en règle générale, où il faut expliquer pourquoi, etc., et trouver la, le bon chemin entre les deux, parce qu'il y a du bon des deux côtés, quoi. Comment est-ce que tu fais pour justement, une fois que tu as pris en compte toutes ces différences culturelles, ces pays, cette géographie, ces cultures, comment est-ce que tu fais pour transmettre tes décisions à tes équipes? Bah, en fait, je travaille en expliquant beaucoup le pourquoi, avec beaucoup de sens. Et moi, j'avoue que c'est très important pour moi de donner le sens aux équipes d'une décision. Donc déjà, écouter dans le premier temps pour prendre la décision et écouter pour ça les différents avis et aspects. Alors bon, sans y passer, comme on l'a dit, quand on y passe 6 mois, c'est trop long. Quand tu y passes, donc en essayant d'être efficace et de comprendre qui sont les principaux interlocuteurs ou acteurs qui peuvent nous amener la bonne information. Et deux, donc faire l'analyse, c'est rapide. Reboucler rapidement avec 2 ou 3 personnes. Est-ce que notre décision semble être cohérente ou pas? Et derrière, quand on l'explique ou quand on explique une réorganisation, quand on explique donner du sens. Très important dans la communication pour avoir la bonne application et que les gens disent: «C'est bon, j'y vais, je comprends, j'y vais». C'est important dans toute OK. culture, hein, parce que en fait, c'est vrai qu'en Asie, on sent qu'il y a un très fort respect de la hiérarchie. Il y a beaucoup de respect de la hiérarchie. Quelque chose qui vient du siège social, qui vient du groupe, et cetera. Ils vont peu le challenger, les équipes. Ils vont pas avoir cet esprit critique que l'on a beaucoup, je le disais, en France. Donc ils vont dire: «Ça vient du groupe, je le fais», tout en sachant que ça a peut-être pas beaucoup de sens. Et donc là, c'est notre travail d'aller leur dire: «Non, non, mais si pour vous, ça n'a pas de sens ce que donne le groupe à des milliers de kilomètres d'ici, il faut aussi expliquer pourquoi on peut faire». Faut pas dire non d'entrée,
faut expliquer comment on peut adapter au contexte local cette décision. Mais d'entrée comme ça, quand ça vient de la hiérarchie, ça vient du groupe, ils ont pas le réflexe de challenger souvent. Donc nous, on a ce rôle de de lien entre le siège, le groupe européen, dans sa culture, je dirais, parce qu'il est très international le nôtre, mais dans sa culture de prise de décision ou autre. Comment est-ce que tu apprends justement à tes équipes à challenger ces idées-là et à s'engager et à prendre position? Parce que dans la zone Asie du Sud-Est, bah, il y a aussi des pays où, par exemple, politiquement, enfin moi j'habite au Vietnam par exemple, c'est un régime communiste et bah, ils ont plutôt l'habitude de suivre et d'être justement dans ce qui est dit, ce qui est fait, et de respecter ça. Et c'est assez difficile pour eux de sortir de ce cadre-là. Comment est-ce que quelqu'un qui a été éduqué comme ça, t'arrives justement à lui faire comprendre ces notions-là? Alors on fait, de la formation, pour, l'empowerment, donc leur faire prendre plus de leadership, heu et de voilà, de confiance en leur analyse et leurs idées. Et 2, après, moi ce que j'utilise beaucoup, c'est que, je lis pas mal le langage, non verbal, et on le voit très bien quand quelqu'un, voilà, quand quelqu'un applique une décision ou est un peu sceptique par rapport à ce qui peut arriver comme idée. Et après, j'attaque avec des questions ouvertes, avec le sourire, en disant: «Mais, en anglais, mais quand même là, c'est bizarre qu'il pose cette question. Est-ce que c'est vraiment applicable chez nous et tout?» Donc avec des questions ouvertes, on les met pas en porte-à-faux parce qu'on dit pas: «Mais tu es pas d'accord, hein?» Donc c'est un cheminement. Et en fait, quand les bon maintenant ça fait 1 an et demi, presque, que je suis sur la zone, un peu plus même. Donc les équipes ont confiance en moi et s'ouvrent de plus en plus à mon management aussi. Et donc voilà, c'est ce management de proximité qui fait qu'elles vont être un peu, heu comment on dit? Loquaces et s'exprimer un peu plus, d'un point de vue critique. Mais c'est vrai que c'est pas dans les, dans l'ADN de la culture ici. Participe au conseil du commerce extérieur de la France, on avait une présentation par des gens de l'ESSEC de Singapour qui disaient qu'en effet, dans les 3 gaps, de compétences par rapport à ce que souhaitent, des groupes, internationaux, francophones ou par rapport à des écoles françaises, il y avait, un, il y avait la résilience, ce que bon, je suis un peu étonnée, mais 2 la créativité, dans les gaps. Et 3 c'était en effet, l'autonomie. L'autonomie de Tu parlais justement de ton analyse, de pas leur faire perdre la face et mais toi, arriver à lire tout ce qui est la, la PNL, la programmation neurolinguistique. Comment justement, dans un environnement où tu es sur des différences culturelles, tu arrives à lire tes interlocuteurs? Tu as fait une formation sur ça? Parce que les asiatiques ont plutôt, la réputation de toujours garder la face, de pas montrer leurs sentiments, de rester plutôt froid. Alors, j'ai pas de formation. Hem, j'ai la chance d'avoir toujours eu cette nature, et cette compétence. Alors, je suis un profil, qu'on appelle, atypique, HPI-HPE, et je pense que c'est grâce à ça que j'arrive, je suis hypersensible et je sens bien les personnalités, si les gens sont confortables ou pas, et aller. Et puis après, en fait, dans ma nature aussi, je sais pas si vous l'avez compris, mais voilà, je viens d'un milieu modeste et je reste modeste, et c'est important que les gens sentent, le manager à proximité, et donc ça crée de la confiance, dans l'échange, dans le fait de Mmh. s'exprimer, plutôt qu'à sentir avoir la pression d'avoir, une boss, un manager, un big boss qui de suite va casser. Mmh. Mais c'est de la confiance dans les prises de poste et puis dans voilà, et être soi-même. Je crois que c'est important, c'est des choses que j'ai appris. On est man on est finalement le meilleur manager quand on est soi-même. Et si on n'est pas soi-même, il vaut mieux changer de poste. Chercher à changer de poste. Parce que dans ces cas-là, on n'est pas aligné et on n'a pas les meilleures compétences en management. OK, clair.
Est-ce que tu as vécu un échec? Est-ce que tu peux me raconter justement comment tu as fait pour te sortir de cette situation et pour rebondir? Oui, j'ai un projet, qui pour moi, est un échec. Alors il a rebondi après. En 2018, j'avais proposé à mon manager qui était directeur des opérations à l'époque, de lancer un vaste projet de refonte de la politique d'emballage, d'achat et de design des emballages des produits du groupe Legrand. Donc, pour, tenir compte, des enjeux, RSE, responsabilité sociétale et environnementale. Donc c'était, en effet, il y a plus de 6 ans de ça, très loin. Et en fait, là, quand j'avais préparé avec mes acheteurs, avec mes équipes, avec beaucoup de personnes, ce projet, je l'avais proposé et en fait, mon manager de l'époque, m'a dit: «Non Karine, parce que trop complexe. Il y a trop de personnes à activer, c'est trop diffus, dans le groupe, ça implique tellement de choses et cetera». Et puis moi, j'étais là: «Oui, mais c'est des enjeux qui sont de plus en plus importants. Je sens qu'on n'est pas encore, enfin, on n'est pas là où on devrait être et si on s'y met pas maintenant, on n'y sera pas». Et il m'a dit: «Non, non, non, moi je veux pas le porter dans mon organisation, voilà, c'est risqué, heu, donc non, on ferme». Et j'avoue que c'est vraiment j'ai été vexée, j'avais l'impression bon, mais après, ce que j'ai fait, c'est que, bah, j'ai fermé le dossier, j'ai continué à œuvrer, pour faire passer, des messages de sensibilisation et autres et je l'ai Parce que tu cherchais à ressorti. faire quoi en fait sur les emballages? C'était quoi ta démarche? C'était en fait, pour pousser des emballages, bah, baisser le poids de nos emballages. C'était, changer, simplifier les codes couleurs pour pouvoir mieux recycler les emballages de la part de nos distributeurs et autres. Supprimer le plastique à usage unique sur certains de nos emballages et essayer de faire, si on pouvait aussi des boucles logistiques d'économie circulaire. Et donc en fait, ouais, c'était 2017-2018. Heu, j'ai gardé le dossier au chaud, j'ai continué à l'alimenter et je l'ai ressorti en 2020, pour la préparation de la feuille de route RSE 2021-2024 du groupe Legrand et là, j'ai eu plus d'écoute. J'ai réussi, voilà, certaines personnes avaient changé, heu voilà, des personnes plus sensibles ou en tout cas, c'était peut-être plus le moment, les enjeux RSE, étaient, commençaient à plus grandir et autres et donc on a réussi à porter ce projet qui est en cours d'exécution au sein du groupe Legrand et fait partie des objectifs de la feuille de route, 2021-2024. Donc les objectifs RSE qui sont liés aux emballages que vous trouvez dans cette feuille de route sont liés à ce projet que j'ai pu lancer, finalement, en 2021. Mais c'est vrai que, bah, j'étais frustrée, je me suis dit: «Mince, on a perdu 4 ans». Mais bon, parfois, ça m'a appris qu'avoir des intuitions, être pionnière, parfois, bah, on est trop tôt, c'est pas le moment. Mais faut pas se décourager, faut pas être trop frustré, faut se calmer et puis dire: «Bah, je le ressortirai». Voilà et j'ai pu le ressortir Mmh. heureusement. Ouais, comme quoi, des fois, en groupe, ça peut fonctionner aussi comme une start-up, c'est-à-dire, une start-up qui lance un produit avec un marché qui est pas forcément, prêt à recevoir un produit. C'est là, tu transportes la même chose avec un groupe qui n'est pas prêt à, changer sa politique et à se transformer et garder ce sujet, pour plus tard et le sortir, au bon moment. OK, très intéressant. Comment est-ce que tu continues de progresser aujourd'hui? Je continue de progresser en apprenant tous les jours, en apprenant tous les jours, à la fois, d'un point de vue technologique, grâce aux produits que nous portons, que nous vendons, aux processus managériaux aussi, que l'on doit adapter selon les contextes, et autres. J'essaie de rester, voilà, de lire beaucoup, de m'informer beaucoup, de rester à la page, Mmh. et également, bah, par exemple, actuellement, j'essaie de m'adapter à l'AI, dans les outils bureautiques pour gagner en efficacité. Mais voilà, je teste, on va voir, il y a quelques éléments qui peuvent être intéressants pour gagner en efficacité.
Tu parles de l'IA, que tu essayes d'appréhender ça. Comment est-ce qu'un groupe justement comme Legrand se prépare ou justement évolue, se transforme avec aujourd'hui l'arrivée de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle? Alors en fait, ça nous touche sur 2 éléments. Un, en effet, notre façon de travailler et donc là-dessus, on a, un Chief Digital Officer au niveau groupe, qui choisit un peu les projets pour faire de l'évangélisation et avec D'accord. des early adopters, dont apparemment je fais partie, pour, pour aller porter et tester, pour tout le monde un peu les nouveautés et voir ce qu'on en pense. Est-ce qu'on va déployer, ou pas? Donc il s'appelle Vincent, il est basé en France, mais après il a déroulé, dans le groupe. Et à la fois et puis après l'IA nous touche aussi pour nos process internes dans, l'industrialisation, la gestion de données, et autres. Et enfin, par rapport à nos clients, on a une forte activité, dans les ventes de produits et systèmes pour les data centers et l'IA est en train d'entraîner un formidable bouleversement en termes de design dans la façon dont les data centers sont designés aujourd'hui, D'accord. puisqu'en raison de l'IA, de certaines applications, il faut de plus en plus de puissance dans les racks data centers et donc les clients sont en train de redesigner leur data center pour avoir, encore plus de puissance avec plus de cartes, et autres. Tu parles de justement les data centers qui évoluent. Vous, ça vous demande de changer vos pièces? Ça nous demande de faire, des produits, avec de la puissance, de plus en plus importante. Heu, on a soit des PDU, des Power Distribution Units, c'est un peu la multiprise du data center ou des UPS, des Hmm, onduleurs. Donc on nous demande des produits de plus en plus compacts, prendre moins de place, mais de plus en plus puissants. Heu d'accord. et en même Ok. temps de la sustainability, comme c'est puissant, ça dégage beaucoup de chaleur et des produits aussi pour permettre de réduire l'impact, de cette puissance dans les data centers, qu'on appelle le cooling. Ok. Quel a été le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière? Alors, je pense que il y a dans un de mes premiers postes manager, j'avais un manager qui était très branché, management, association Progrès pour le management et autres et il m'a dit: «Karine», après Deloitte, j'avoue que c'est celui qui m'a le plus formée au management et il m'a dit: «Karine, en fait, quel est le meilleur endroit, pour analyser, les sources d'un problème et résoudre un problème, si on prend un cube, en fait, et qu'on veut voir les différentes faces du cube, quel est le meilleur endroit?» Alors moi, j'étais là: «Bah, d'essayer de regarder et cetera» et puis il me dit: «Bah, c'est d'être au milieu, en fait. C'est de se placer au milieu, et d'essayer de regarder, tout autour ce qui se passe». Donc tout à l'heure, quand je mentionnais l'écosystème, c'est un conseil que j'utilise tout le temps, en fait. Essayer de bien prendre les différentes facettes quand je dois prendre une décision, de comprendre les différentes facettes, les parties prenantes, les enjeux de chaque partie prenante ou l'impact, pour pouvoir prendre une décision et s'assurer qu'on a bien couvert l'ensemble du spectre parce que quelquefois on a tendance à prendre des décisions rapides et on a oublié des enjeux. Donc pour moi, ça a été un très bon conseil que j'ai reçu de cette personne. Par rapport à ça, est-ce que tu as aussi une citation, une maxime qui te guide dans ta vie? Alors il y en a une que j'utilise, que tout le monde connaît, qui me suit beaucoup, c'est un proverbe africain qui dit, «Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin» et j'ai été convaincue que voilà, moi je préfère travailler, en équipe avec de l'intelligence collective, parce que peut-être qu'on va plus vite à prendre une décision seule, mais elle est sans doute moins durable ou moins impactante et la diversité, et la créativité que peut avoir une équipe avec une diversité de profils, j'ai pu l'expérimenter par exemple dans les cellules de crise ou autres, n'a rien de comparable avec une personne seule. Hmm, Donc j'aime beaucoup ce proverbe, africain. ok, non, super. Euh, Est-ce que on a parlé de livres tout à l'heure justement et de films sur les différences culturelles. Est-ce que tu as un indispensable
Alors moi, ce que j'appelle un indispensable, c'est un livre de chevet, par exemple, t'accompagne et que tu as plaisir à relire de temps en temps. Ça peut être également un podcast, une émission télé que tu as l'habitude de regarder, d'écouter. Oui, ces dernières années, j'ai quelque chose qui m'accompagne beaucoup. Ce sont les podcasts de Cédric Michel, qui s'appelle Bulle de sérénité, qui m'aident à faire de D'accord. la méditation, qui Ok. m'aident à voilà, apprendre à poser mon cerveau. J'ai appris bon, j'avais mis en place aussi des protocoles, de la réflexologie ou autre, hein, qui m'aident beaucoup aussi, hein, pour la gestion du stress et autres. Et Bulle de sérénité, voilà, il m'apprend beaucoup à poser, le soir, avant de s'endormir ou autre pour avoir un bon sommeil et également à reprendre le sommeil quand je suis, victime de décalage horaire, hein, qui parfois arrive dans mon poste ou en voyage avec, parfois des décalages importants et donc voilà, c'est quelque chose que je trouve, très important et puissant donc je l'ai souvent, en sur mon téléphone, pour l'écouter, la nuit ou le Ok. soir, hein. C'est une séance de méditation en fait ou c'est un podcast sur la méditation? C'est une séance de méditation. C'est une Bon, il y en a séance, d'accord, ok. plusieurs. Ça peut durer, 15 minutes, minutes. Bah écoute, très bien, je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Est-ce que tu peux prodiguer un conseil à une personne qui souhaite justement évoluer dans un grand groupe? Je pense qu'en effet, dans un grand groupe, ce qui est important et qui m'a aidée, c'est de prendre son destin en main. Et le grand groupe, par rapport à quand on change d'entreprise, permet, aussi, d'évoluer, avec des passerelles d'une fonction à l'autre, hein. Parce que comme le groupe vous connaît, vous avez une compétence, une, voilà, c'est plus facile au sein d'une entreprise de vous projeter d'une même entreprise, de vous projeter sur un autre poste, connaissant votre parcours, votre profil et autres, hein, que d'une entreprise à l'autre, changer d'entreprise et changer en même temps de filière. Donc ce qui est Hmm. important, c'est dans les parcours de chacun, de voir quelles sont les filières potentielles pour pouvoir évoluer, pas uniquement en vertical. Si on veut rester dans le même domaine, tant mieux, mais il y a aussi des passerelles qui sont possibles. Alors moi, j'ai assez clé, de gens qui ont fait ainsi du transverse au sein d'un grand groupe et la deuxième chose, c'est, de prendre son destin en main, c'est-à-dire de de s'informer de ce et d'informer les ressources humaines et son manager, de ses attentes, de ses volontés. Parce que j'ai pu m'apercevoir que les autres ne connaissent pas notre contexte, c'est-à-dire avec l'ensemble des bulles sociales, personnelles, professionnelles, à l'instant T, où est-ce qu'on peut être. Et puis ça évolue dans la vie, dans la carrière et autres, on peut avoir des attentes différentes. Et c'est important de reboucler, en permanence et d'exprimer ses attentes, sans être revendicatif, mais dire: «Tiens voilà, bah, moi peut-être que là ça pourrait m'intéresser ou autre» et bah, d'évoluer. Parce que par exemple, moi je sais quand j'ai annoncé bah, oui je voulais postuler pour un poste à Singapour, même au plus haut du groupe, on m'a dit: «Ah bon Karine, toi à Singapour, mais tu serais prête à quitter le Limousin après 14 ans là-bas?» Bah, oui, pourquoi vous pensez que je serais pas prête? Si je viens vous voir, c'est que j'en ai discuté avec mon époux et que je suis prête à faire le pas. Donc en fait, dans leur prisme dans lequel ils voyaient Karine, bah, pour eux, voilà, partir à Singapour, c'était pas forcément et changer de poste, c'est pas dans leur angle de vue. Alors que moi, personnellement, professionnellement, j'avais envie de changer et cette zone me plaisait beaucoup depuis un passage que j'avais fait en 2019 en tant que donc voilà, on s'exprime pas sur tout, mais ce qui est important dans un grand groupe aussi, voilà, c'est d'exprimer, de communiquer régulièrement, et de connaître aussi les différentes possibilités, des autres jobs. Chez Legrand, en fait, on a des programmes de mentorat, en particulier au sein d'un réseau, L Legrand, et j'étais mentor, je suis mentor et ça aide aussi, justement, il y a des femmes et des hommes qui viennent faire demander du mentorat pour justement, dans des évolutions de carrière, alors ça peut être aussi des sujets pour comprendre la culture du groupe ou autre, dans des évolutions de carrière, comprendre un peu, avec des gens plus seniors comme moi,
quels sont les différents métiers du groupe Legrand, vers quoi ils pourraient se projeter, les autres. Voilà. Pas uniquement les ressources humaines, mais aussi les programmes de mentorat. Et ça, je pense que dans la plupart des groupes maintenant, des entreprises, il y en a. Pour toi, quand tu te places dans une posture de mentor, est-ce que tu sors justement de ton costume de directrice Asie du Sud-Est, ou est-ce que tu parles en tant que directrice Asie du Sud-Est aux personnes qui sont coachées? Alors en fait, bon, un mentor, on doit être bienveillant. Je pars avec, oui, mon poste de directrice, mais plutôt mon parcours en fait, mon expérience, D'accord. à la fois personnelle et professionnelle, pour accompagner des gens. Après, oui, par rapport à mon poste, parce que c'est le cheminement et ce qui nous a fait arriver jusque-là, qui est un parcours qui peut intéresser à mentorer. Mais après, un mentor, il est surtout à l'écoute et il amène avec son expérience des conseils, mais après tout en gardant la réserve, que ce qui a pu marcher pour nous-mêmes, pas forcément marcher pour les autres, hein. C'est des conseils, c'est plutôt faire cheminer la personne, pour qu'elle se pose des questions aussi sur elle-même, sur sa façon de gérer sa carrière, sur son évolution, et autres, hein. Et moi, j'avoue que tous les programmes de mentorat que j'ai fait, quand j'ai accompagné, j'ai beaucoup appris aussi, des personnes. Souvent, c'est des personnes plus jeunes que moi. Ça m'a aussi appris, des choses, sur la façon d'être, sur la façon dont on accueillait, les gens plus juniors, sur leurs attentes et autres. Et ça m'a aidé indirectement à manager mes équipes. Que dans mes équipes, il y avait des personnes de ce profil-là. Donc je trouve que c'est intéressant d'avoir du gagnant-gagnant, dans les programmes de mentorat. Hmm, bien sûr. Ok. Est-ce que tu peux me recommander une personne pour un nouvel épisode de ce podcast? J'avais 2 personnes, qui sont dans mon réseau, qui sont très différentes. Une qui s'appelle Camille Lévy, qui a la même formation que moi, mais qui était dans l'industrie et beaucoup en Asie et autres, hein, et qui est aussi à Singapour. Alors elle Oui. va sans doute bouger, l'été prochain, mais elle a de l'expérience en Asie, plus longue que moi et aussi dans des groupes industriels. Après, il y a une autre personne qui est plus, s'appelle Cécile Delettré, que j'avais rencontrée il y a très longtemps. Elle travaillait pour Business France. Elle a une forte culture internationale et là, elle était en Asie D'accord. parce qu'elle a suivi son mari. Mais c'est intéressant aussi de voir à travers son parcours, hein, sujet à la ligne des communautés digitales aussi. Elle est très dans le digital marketing, l'event, l'organisation d'événements, l'événementiel et autres. Et et moi, j'aime beaucoup parce que c'est intéressant de voir avec elle, voilà, elle voit toutes les cultures, elle voit, voilà, le digital en Asie, le marketing en Asie par rapport à Ok. Super. Bah, merci beaucoup. Avec grand plaisir pour échanger avec elle, ouais, bien sûr. Où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter? on peut me contacter, monsieur, sur LinkedIn, hein, c'est le mieux. Parfait. Bon, bah, je mettrai le lien de ton profil de toute façon en descriptif du commentaire. Merci beaucoup pour ton temps, Karine. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Très enrichissant sur ton parcours et aussi la façon de s'expatrier après 28 ans passés en France. C'est aussi possible. C'est des parcours qui sont peu communs, mais qui sont très intéressants. Et ton parcours est très, très intéressant. Ouais. Merci. Merci beaucoup, Paul, et puis, avec plaisir. Notre émission s'achève. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez de nouvelles idées pour élargir vos horizons. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube ou d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Au revoir.